Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire, l'UDPS satisfait des actions menées par le chef de l'État. Le parti au pouvoir en République démocratique du Congo, réuni en conclave, évaluait la gestion du président Félix Tshisekedi, qui entame sa deuxième année à la tête du pays. 13e édition du FOGECA Dakar, la capitale sénégalaise, accueillait ce 1er février l'édition 2020 du Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique. Un rendez-vous placé cette année sous le signe de l'intégration du continent. Et une plateforme commune aux parties prenantes de l'aviation civile africaine. C'était tout l'objet d'une réunion sur l'opérationnalisation du marché unique du transport aérien, projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Un bilan plutôt positif pour la première année de Félix Tshisekedi à la présidence. C'est ce qui ressort du conclave de l'UDPS, l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti au pouvoir en République démocratique du Congo, évaluait pendant 3 jours la gestion des affaires par le chef de l'État. L'UDPS qui se dit satisfait des actions menées jusque-là. Reportage de notre correspondant Jacques Aboka. Après 3 jours de travaux d'évaluation sur l'an 1 de la gestion du pays par le chef de l'État Félix Tshisekedi, le parti au pouvoir, l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, s'est dit satisfait des actions menées par le chef de l'État. Parmi les résolutions prises à l'issue de ces travaux, clôturés ce jeudi 30 janvier 2020 à Kinshasa, figure la mise en place d'une commission chargée de suivi des actions du chef de l'État. Le constat qui s'en dégage, c'est qu'en une année d'exercice du pouvoir, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réalisé beaucoup de promesses contenues dans son programme de campagne électorale, lesquelles s'inscrivent à son tour dans le projet de société du parti. Avec l'UNC de Vital Kamerhe, UDPS forme le Cap pour le changement qui est en coalition avec le Front commun pour le Congo de l'ex-chef de l'État Joseph Kabila. Une coalition avec des rapports des fois tendus, faisant de la gérance des alliances un vrai défi. Pour nous, le peuple passe avant toute chose. Parce que nous nous sommes battus pendant 38 ans pour la démocratie, pour les intérêts du peuple congolais. L'Union pour la démocratie et le progrès social a par ailleurs mis en garde les membres du cabinet du chef de l'État qui se compromettraient dans l'exercice de leurs fonctions. Créé en 1982, ce parti a combattu pendant 38 ans pour un état de droit et le progrès social. Les 4 ans à venir sont déterminants pour l'UDPS d'éprouver sa capacité de gérer les pays, estiment les analystes. Au Cameroun, la campagne pour les élections municipales et législatives se poursuit. Une campagne dans laquelle le débat sur la forme de l'État s'est invité dans un contexte de crise dans la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Sur cette question, certains partis de l'opposition se veulent fermes. L'unité du Cameroun n'est pas à négocier. Reportage de notre correspondant Thierry Dassa. La question de la forme de l'État reste au centre des débats au sein de l'opposition camerounaise. En course pour les législatives et municipales dans la région du littoral, certains partis politiques d'opposition tels que le mouvement des écologistes du Cameroun n'entrevoient l'avenir du pays que dans son unité. Monsieur Cabral Libi, avec ses candidats, partout où ils seront, leur objectif, c'est la mise sur pied d'un État fédéral communautaire dont personne ne sait très bien de quoi il est question. Monsieur Joshua aussi et le SDF, ils vont proposer l'État fédéral, on ne sait pas très bien si c'est sur le modèle linguistique, avec sur la base d'un État anglophone et d'un État francophone, ou bien je ne sais pas si c'est un État un État fédéral à 10 États fédérés, mais comment seront-ils? On n'en sait rien du tout. La réunification du Cameroun, selon certains membres de l'opposition, est la résultante de plusieurs années de lutte et de sacrifices. Un retour au fédéralisme n'aurait d'après eux rien de progressiste. Certains voient en cette forme de l'État un retour au repli identitaire. Il est hors de question pour cela d'abandonner notre pays à la déperdition, de dépecer notre pays. Parce que, comme on pose la question, à qui profite le crime? À qui profite les crimes de sécession en Afrique? Aux puissances occidentales.
Le fédéralisme pour le Parti camerounais pour la réconciliation nationale de Cabral Libby n'est qu'une question de contenu. Tout dépend de ce qu'on veut bien y mettre. Ce n'est pas le mot qui compte, ce n'est pas le contenant qui compte. C'est les modalités de conciliation des différences qui comptent. Appelez ça décentralisation si vous voulez. La question de la forme de l'État reste sans équivoque pour le gouvernement camerounais attaché à l'unité du pays. Un statut spécial aux régions anglophones a d'ailleurs été adopté au Parlement suite aux recommandations adoptées lors du Grand Dialogue national en 2019. La 13e édition du FOGECA avait lieu ce 1er février à Dakar. Le Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique rassemblait comme à son habitude secteur public et secteur privé africain. Cette année, plusieurs panels étaient organisés sur les ressources naturelles, les télécommunications ou encore le transport aérien. Reportage de nos envoyés spéciaux Grazela Tchakounte et Ousseinou Gueye. Et de 13 pour le FOGECA, l'édition 2020 du Forum des opérateurs pour la garantie de l'émergence économique en Afrique s'est tenue ce 1er février à Dakar. Lieu de rencontre de haut niveau et de partage d'expériences entre décideurs, l'événement a été l'occasion de connecter, une fois de plus, des investisseurs soucieux de mettre en exergue leurs efforts au service du continent africain. Et ils étaient près de 400 acteurs du secteur public et privé, membres d'institutions internationales et acteurs politiques à prendre part à ce rendez-vous. Ce forum se tient dans un contexte mondial où l'Afrique suscite un intérêt grandissant du fait notamment d'abord de ses immenses ressources naturelles inexploitées, constituant un potentiel d'investissement considérable, de la jeunesse de sa population pouvant lui procurer un dividende démographique certain. À ce titre, l'Afrique constitue un potentiel pôle de croissance pour le monde, pour les années à venir, et un abri sûr pour les investissements directs étrangers et les capitaux internationaux. Et au menu des discussions cette année, plusieurs panels et débats structurants autour de thématiques pointues, les ressources naturelles, le financement de la construction de logements, les télécommunications et le transport aérien, un enjeu majeur à l'heure où le continent africain représente à peine 3% du trafic aérien mondial. Nous avons un problème chronique de formation réglementaire et manque de cadres qualifiés. Il faudrait bien que les jeunes Africains commencent à se former dans des métiers tels que l'optimisation des rentabilités, le yield management, donc la gestion des coûts et la gestion des indices de profit. C'est capital pour pouvoir faire gagner le pari dans ce secteur. Créé en septembre 2007 et présidé par Amadou Diagne, le FOGECA réunit en son sein plus de 300 membres qui œuvrent activement au renforcement de l'intégration africaine. Les travaux de ce 1er février ont d'ailleurs été suivis d'un gala de l'intégration au cours duquel plusieurs personnalités considérées comme des défenseurs de cet idéal ont été primées. Parmi eux, plusieurs chefs d'État, Macky Sall du Sénégal, Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo ou encore Faure Gnassingbé du Togo. Et le secteur aérien dont il était question lors de cette 13e édition du FOGECA était également l'objet d'une réunion au siège de la Commission africaine de l'aviation civile. Une réunion sur la mise en œuvre du marché unique du transport aérien, projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Les participants ont notamment planché sur la mise en place d'une plateforme commune aux parties prenantes de l'aviation civile africaine. Aïssatou Bari. Conformément aux prévisions de trafic à long terme de l'Organisation de l'aviation civile internationale OACI, le trafic passager en Afrique devrait augmenter de 4,3% par an jusqu'en 2045. Le trafic fret devrait également croître plus rapidement que la moyenne mondiale à 3,9% par an et le secteur devrait générer jusqu'à 9,8 millions d'emplois d'ici 2036. Parmi les 28 États adhérents au MUTA, à ce jour, on dénombre seulement 18 pays qui ont signé le protocole d'application.
Autre mesure, si tout le ciel africain est libéralisé d'un seul coup, cela aura pour mécanisme d'affecter négativement leurs transporteurs nationaux qui ne se portent déjà pas bien. Au vu des potentialités du secteur, les différentes parties prenantes s'activent pour l'opérationnalisation de l'Open Sky, un projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine, le marché unique du transport aérien africain, MUTA, qui vise à libéraliser l'aviation civile sur le continent à terme, favoriser l'intégration économique. D'une intégration augmenterait le PIB de 1,3 milliard de dollars. Cela entraînera la création de plus de 155 000 nouveaux emplois. D'après les chiffres publiés par Forward Case, en 2019, le marché aérien africain a progressé de 7,5%, mené par les atouts de capacité d'Ethiopian Airlines, de Kenya Airways ou encore de la Royal Air Maroc. Au 1er janvier 2020, on note déjà une hausse des réservations de 12,5% par rapport à 2019. 1 milliard de dollars, c'est le montant des pertes post-récolte annuelles en Afrique. D'après le Programme alimentaire mondial, le problème s'étend à plusieurs régions du continent. Au Soudan, par exemple, environ 30% des récoltes du pays sont perdues chaque année en raison d'un déficit de stockage. Corinne Comsefem. Les pertes post-récolte sont un problème majeur pour l'agriculture en Afrique. Le Programme alimentaire mondial estimait en 2019 que celle-ci s'élevait à 37% pour toute la production du continent, un taux équivalent à 48 milliards de dollars. Spécifiquement, la part des céréales dans ces pertes représente 10 à 20% des grains produits annuellement, soit en valeur 4 milliards de dollars. Par ailleurs, 10% de la récolte est perdue en Afrique de l'Ouest et 9,5% en Afrique de l'Est. Lorsque on récolte les produits, il y a plusieurs manières de pouvoir les conserver. Alors, on peut les conserver en les transformant. Vous allez remarquer que dans la plupart des pays africains, les systèmes de transformation ne sont pas développés pour faciliter la conservation. Il y a aussi ce problème de mise au marché. Quand on produit plus, ce qu'on appelle les excédents de production sont destinés à aller sur le marché. Alors, si vous voulez donc porter vos produits sur le marché, il faut bien que les conditions vous soient faciles ou tout au moins rentable de transporter vos produits sur le marché. Bien évidemment, il y a aussi cet élément d'habitude de consommation. Il y a des régions où on aime consommer les produits dans leur état naturel. On n'aime pas les sécher. Un cas préoccupant s'agissant des pertes post-récolte est celui du Soudan. Les derniers chiffres en la matière révèlent que les pertes annuelles ont atteint 30% de la récolte nationale, correspondant à 1 milliard de dollars. Pour y faire face, le Programme alimentaire mondial a lancé depuis 2019 une campagne de vulgarisation pour un type de stockage spécifique. Les sacs de stockage hermétiques sont une solution simple et le Programme alimentaire mondial en fait la promotion auprès des petits exploitants tout en travaillant en même temps à accroître leur sensibilisation aux pertes après récolte. Le système de récépissé d'entrepôt s'illustre aussi comme un moyen efficace de lutter contre les pertes post-récolte. Ce système permet aux agriculteurs de déposer des marchandises stockables en échange d'un récépissé d'entrepôt. Il est déjà expérimenté avec succès en Éthiopie. Il est le premier Congolais à devenir 3 fois champion du monde de boxe anglaise WBC. Junior Ilunga Makabu a décroché ce vendredi la ceinture des lourds légers face au Polonais Michael Cieslak. Une confrontation qui avait lieu à Kinshasa, la capitale congolaise, où l'histoire de la boxe est déjà écrite. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Il n'a pas laissé échapper son titre de champion du monde de WBC Golden. Junior Ilunga Makabu a défendu jusqu'au bout sa ceinture face au Polonais Michael Cieslak ce vendredi 31 janvier 2020 à Kinshasa. Un combat très disputé jusqu'au dernier round qui a vu finalement les Congolais remporter la rencontre selon les résultats enregistrés par les 3 juges. Nous sommes très contents que Makabu soit sacré champion du monde de la WBC Gold, mais ça n'a pas été facile, vous l'avez vu vous-même. L'adversaire qui est venu n'est pas venu se promener, il est venu pour remporter la ceinture, mais il n'a pas pu. À 32 ans, cet originaire de Kananga devient le premier boxeur congolais à remporter 3 fois le titre de champion en WBC. Une victoire devant le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi qui s'est personnellement impliqué pour la réussite de ces galas de boxe internationales. Je suis très heureux.
c'est la première fois que je viens de vivre cette cérémonie. Et j'ai vu que nous avons de bons talents. J'ai eu un peu des émotions et puis après j'étais convaincu que notre boxeur allait faire de mieux. Le gala de boxe qui a opposé ce vendredi le Congolais et Polonais intervient 46 ans après celui resté comme une des légendes des combats de boxe ayant opposé en 1974 à Kinshasa deux Américains, George Foreman et Mohamed Ali, se sont affrontés au stade du 20 mai de Kinshasa. Mohamed Ali a ainsi battu son compatriote à des milliers de kilomètres des États-Unis, faisant découvrir un peu plus les Zaïre de Mobutu au monde. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.